Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez votre pays ou président, abonnez-vous pour plus d'informations. Vladimir Poutine et ses commandants du Kremlin ont sacrifié leur armée de manière massive et continue. Aujourd'hui, ils rencontrent des difficultés croissantes pour recruter suffisamment de nouvelles troupes afin de compenser celles qu'ils perdent chaque jour sur le terrain. C'est le signe clair que la fin approche pour la stratégie russe telle qu'elle a été conçue. Sur le papier, une telle situation n'aurait jamais dû se produire. Au lancement de l'invasion à grande échelle en février 2022, la Russie disposait d'une supériorité écrasante dans presque tous les domaines imaginables. Elle alignait une armée beaucoup plus nombreuse, un budget militaire plusieurs fois supérieur, un arsenal d'équipements modernes et anciens bien plus vaste, des commandants supposés expérimentés et une doctrine militaire héritée de décennies de préparation à la guerre conventionnelle à haute intensité. Avec une planification tactique et stratégique intelligente, la Russie aurait dû atteindre ses objectifs rapidement et avec des pertes relativement limitées. Elle aurait subi des revers, bien sûr, mais rien qui ne puisse être surmonté grâce à sa masse critique et à sa profondeur stratégique. Au lieu de cela, la Russie a commis une série d'erreurs graves dès le départ. Elle a sous-estimé son adversaire de façon dramatique, a agi avec une arrogance obstinée et n'a pas pris la mesure réelle de la résistance ukrainienne. Résultat, non seulement elle n'a atteint aucun de ses objectifs initiaux, mais au fil des mois et des années, les pertes se sont accumulées à un rythme catastrophique, franchissant un seuil tragique après l'autre. En juillet 2024, des rapports crédibles estimaient déjà que la Russie avait subi environ 500 000 pertes, tués et blessés. Moins d'un an plus tard, en juin 2025, ce chiffre avait dépassé le million. Et les pertes n'ont jamais ralenti. Début 2026, les estimations totales des pertes de l'armée russe en Ukraine dépassaient les 1 250 000 soldats tués ou blessés. Ces chiffres sont sans précédent dans l'histoire récente de la Russie. Pour mettre cela en perspective, rappelons les conflits dans lesquels l'Union soviétique puis la Russie ont été impliqués depuis 1945. Guerre de Corée, 1950 à 1953, environ 120 morts. Intervention en Hongrie, 1956, 669 morts. Intervention en Tchécoslovaquie, 1968, 96 morts. Guerre d'Afghanistan, 1979 à 1989, entre 14 000 et 16 000 morts. Deux guerres en Tchétchénie, années 1990 et 2000, entre 12 000 et 25 000 morts au total. Même en additionnant toutes ces pertes sur plus de 6 décennies, le total reste une infime fraction de centaines de milliers, voire de millions et plus de pertes subies en Ukraine en seulement 4 ans. Comme l'a souligné le média ukrainien Agent Van News sur Telegram. Les pertes totales de l'armée russe pendant les 4 années de guerre ont été 5 fois supérieures au nombre total de pertes soviétiques lors de toutes les guerres depuis la Grande Guerre patriotique. Elles étaient 17 fois supérieures à celles de l'Union soviétique en Afghanistan et 11 fois supérieures à celles de la Russie en Tchétchénie. C'est de loin le conflit le plus sanglant et le plus coûteux pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Et la tendance ne fait qu'empirer. Pourquoi les pertes russes augmentent-elles sans cesse? Deux grandes raisons expliquent cette spirale infernale. La première est l'entêtement stratégique et tactique du Kremlin. Tout au long de la guerre, la Russie a montré une réticence remarquable à s'écarter de ses doctrines héritées de l'époque soviétique. Elle a persisté avec les mêmes méthodes inefficaces, même lorsque celles-ci se révélaient désastreuses sur le terrain. Les commandants russes ont refusé d'adapter leurs approches, continuant d'envoyer des vagues d'infanterie dans des assauts frontaux massifs, souvent sans soutien blindé adéquat, sans préparation d'artillerie suffisante et sans coordination aérienne réelle. Cette tactique, qualifiée par les Ukrainiens des « assauts de chair à canon », consiste à ordonner à de petites escouades ou à des groupes d'assaut de charger directement les positions fortifiées ukrainiennes, en misant sur le nombre pour submerger l'ennemi. Beaucoup de ces soldats sont mal entraînés, mal équipés et envoyés au front avec un minimum de préparation. Le résultat est prévisible, des pertes massives pour des gains territoriaux minimes, voire nuls. D'un côté, il y a une logique tordue dans cette approche. Puisque la Russie dispose théoriquement d'une supériorité numérique écrasante, elle devrait pouvoir user l'adversaire à long terme en sacrifiant des vies pour éroder ses défenses. D'un autre côté, c'est exactement le contraire de ce qu'une grande puissance militaire moderne devrait faire. Une armée dotée de stratèges et de tacticiens compétents chercherait à exploiter ses avantages, artillerie, aviation, missiles de précision, guerre électronique, pour percer les lignes ennemies de manière ciblée et efficace, et non pour envoyer des vagues humaines dans un hachoir à viande. Mais la Russie n'a pas changé de philosophie. Elle s'obstine, croyant que la persévérance finira par payer. Résultat, les mêmes schémas se répètent depuis des années, assauts frontaux inutiles, pertes disproportionnées, gains minimes. C'est pourquoi,
Même après plus de 4 ans de guerre, nous voyons encore les mêmes histoires tragiques se répéter sur le front. L'exemple emblématique de Kupiansk est les ratios de pertes. Prenons l'exemple de Kupiansk, une ville stratégique dans l'oblast de Kharkiv. Située à un nœud ferroviaire et routier crucial, elle est devenue un symbole des allers-retours incessants sur le front. La Russie s'en est emparée dès février 2022, avant que l'Ukraine ne la reprenne lors de sa contre-offensive éclair de Kharkiv en septembre 2022. Les forces russes sont revenues fin mai 2024, ont été repoussées peu après, puis ont partiellement réoccupé la ville fin 2025. En septembre 2025, les Ukrainiens ont lancé une nouvelle opération pour nettoyer la ville des derniers groupes de saboteurs et de reconnaissance russes. Des unités d'élite, dont des éléments de la célèbre 13e brigade Katia, ont été déployés. Elles ont traversé discrètement les forêts environnantes pendant l'automne, progressé vers Kupiansk et finalement hissé le drapeau ukrainien sur les ruines du bâtiment du conseil municipal. Selon des renseignements partagés avec l'armée britannique, les forces ukrainiennes auraient éliminé 27 fois plus de soldats russes qu'elles n'en ont perdu lors de cette opération. Même si les chiffres exacts restent classifiés, on estime que les Ukrainiens ont encerclé environ 200 soldats russes et infligé des milliers de pertes, tués et blessés, dans la région au cours de l'année 2025. Un ratio de 27 pour 1 est tout simplement stupéfiant. Il illustre à quel point la balance a basculé en faveur de l'Ukraine et à quel point les tactiques russes coûtent cher en vies humaines pour des résultats insignifiants. Ce cas n'est pas isolé. Sur l'ensemble des centaines de kilomètres de front, les statistiques et les rapports militaires montrent que l'Ukraine surpasse systématiquement la Russie. Dans certaines zones stratégiques, le ratio de perte atteint 1 pour 20 ou 1 pour 25. La moyenne générale se situe autour de 1 pour 6 à 1 pour 7, avec des variations selon les secteurs et les sources. Cela signifie que, même dans les combats les plus intenses, les forces ukrainiennes éliminent jusqu'à 7 soldats russes pour chaque soldat ukrainien tué. Innovation ukrainienne et adaptation face à l'entêtement russe. L'incompétence tactique russe n'explique qu'une partie de ces pertes catastrophiques. L'Ukraine mérite également une reconnaissance majeure pour sa capacité exceptionnelle d'adaptation et d'innovation en temps réel. Dès les premiers mois de la guerre, Kiev a démontré qu'elle ne s'en tiendrait jamais à des schémas figés. Elle a constamment cherché de nouveaux moyens de surprendre l'ennemi, d'exploiter ses faiblesses et d'ajuster ses tactiques aux réalités changeantes du champ de bataille. Cette flexibilité tactique et stratégique est l'une des raisons principales pour lesquelles l'Ukraine est toujours debout aujourd'hui et a réussi à défendre une grande partie de son territoire malgré l'asymétrie initiale. Un exemple emblématique est l'adaptation à la guerre par drone. Lorsque la Russie a commencé à employer massivement des drones pour bombarder les villes et villages ukrainiens, détruisant des infrastructures civiles et tuant des milliers d'innocents, l'Ukraine aurait pu céder à la panique. Au contraire, elle s'est adaptée avec une rapidité remarquable. Elle a développé sa propre industrie de drones nationales. Des dizaines d'entreprises privées et publiques produisent aujourd'hui un arsenal varié de drones aériens, navals et terrestres. L'Ukraine est devenue l'un des leaders mondiaux en la matière. Elle a orchestré des opérations spectaculaires comme Toile d'araignée à l'été 2025, frappes sur des aérodromes russes et des centaines d'autres attaques réussies contre des raffineries de pétrole, des dépôts de carburant, des usines d'armement, des barres aériennes et des centres logistiques. Les drones ukrainiens saturent désormais les zones grises sur 10 à 20 km de profondeur derrière les lignes russes, transformant ces espaces en véritables pièges mortels. Les chiffres sont éloquents. En octobre 2025, les drones ont causé 24 600 pertes russes. En novembre, 26 100. Et le mois suivant, un record stupéfiant de 33 000 pertes estimées. Les drones ne sont pas la seule innovation. L'Ukraine a développé la tactique dite des appâtements. Attirer les escouades d'assaut russes sur des itinéraires prédéfinis, feindre une retraite pour donner un faux sentiment de sécurité, puis les submerger par un déluge d'artillerie, de drones et de munitions rôdeuses depuis les airs. Ces opérations infligent des pertes massives tout en empêchant les Russes de progresser de manière significative. Épuisement des ressources russes et effet sur l'armée. Pendant les premières années, Moscou pouvait absorber des pertes massives. Même quand l'Ukraine éliminait 15 000, 20 000 ou 30 000 soldats russes par mois, la Russie parvenait à compenser grâce à des incitations financières, au ciblage des régions pauvres, aux pressions sur les minorités ethniques et les immigrés, et à la libération de prisonniers en échange de leur engagement. Mais aucune armée n'est inépuisable. Même un pays de 140 millions d'habitants comme la Russie n'a pas de réserve infinie. En janvier 2026, les registres montrent que la Russie a perdu 9 000 soldats de plus qu'elle n'en a recrutés. Selon le secrétaire à la défense britannique John Ely, ce n'est plus un incident isolé. C'est une tendance durable. Depuis plusieurs mois, les pertes dépassent régulièrement le recrutement. Le moral s'effondre. Beaucoup de Russes qui voulaient s'engager l'ont déjà fait. Les autres considèrent la guerre comme une mission suicide inutile.
Les familles pleurent leurs morts ou accueillent des blessés brisés. La confiance dans le Kremlin s'est écroulée. Même si Moscou augmente sa dépendance aux mercenaires étrangers, environ 17 000 recrutés jusqu'ici en provenance de Corée du Nord, Inde, Pakistan, Népal, Afrique, cela reste dérisoire. À peine 2 semaines de perte en Ukraine. Conclusion, une guerre perdue d'avance pour la Russie. La Russie n'a plus aucune chance réaliste de victoire. Elle perd plus d'hommes qu'elle n'en gagne. Ses tactiques restent inefficaces, ses ressources épuisent, son économie souffre et le moral s'effrite. Chaque mois qui passe rend la défaite plus inévitable. Si cette analyse vous a intéressé, regardez notre vidéo sur la récente contre-offensive ukrainienne qui a fait s'effondrer les lignes russes comme un château de cartes. Ou découvrez pourquoi cette guerre est considérée comme la décision la plus stupide de la carrière de Poutine, une erreur qui risque de détruire son héritage et son régime. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toutes nos analyses approfondies et nos reportages depuis le front ukrainien. Merci de nous avoir suivis.